Eh bien bonjour ou bonsoir à vous toutes et à vous tous. C'est 18h passé de quelques minutes, vous êtes en direct sur 01net.com, sur Dailymotion et sur YouTube pour cette première du Grand Talk avec l'une des personnalités du moment dans le monde des nouvelles technologies et des télécoms, Stéphane Richard, notre invité. Bonjour Stéphane. Bonsoir. Stéphane Richard et Jérôme Colombin, bien évidemment. On va vous cuisiner, Stéphane, pendant une demi-heure avec beaucoup de questions qu'on a reçues sur le hashtag Live01net depuis plusieurs jours. Vous acceptez la règle du jeu, ça va? Oui, j'accepte. Parfait. Merci d'être venu ici dans le studio de la chaîne Techno 01net. Et donc on rappelle que nous sommes ensemble pour à peu près une demi-heure et vous pouvez donc suivre ce grand talk qui est diffusé sur Dailymotion, sur YouTube également. Bon choix Dailymotion. C'est vrai, on va en parler. C'était pour vous faire plaisir, on s'est dit, c'était pas mal. Sur la chaîne techno.tv et bien sûr sur 01net.com. On est aussi sur YouTube, hein. Là Stéphane Richard ne nous entend pas, on est aussi sur YouTube. On ne va pas faire autrement. Bon, Stéphane Richard, vous tombez à pic, parce qu'en ce moment, on parle que de vous. On parle de la 4G et de vous, en fait, et de Xavier Niel, et de Free Mobile. Donc, en ce moment, ça se déchaîne. Peut-être qu'il va y avoir la trêve des confiseurs dans quelques jours, mais on y est encore. On pensait que ce serait plus la calme, bataille. pour la Ouais, période, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle pagaille autour de la 4G, Stéphane Richard? Alors, peut-être résumer, pardon, si ça ne vous ennuie pas. Donc, on sait ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Votre concurrent est néanmoins ami. Free vient de lancer la 4G. Un peu moins ami ces temps-ci, on a vraiment l'impression. Donc, il lance la 4G, inclus dans ses tarifs, donc sans changement de prix. Déclaration, interview de Xavier Niel dans le JDD qui estime que vous êtes encore jeune dans le métier des télécoms. Quelques jours plus tard, vous lui répondez dans le Figaro, vous y êtes allé carrément. Hein. Niel, c'est le roi de l'embrouille, il est prétentieux et agressif. Alors c'est vrai que visiblement, la 4G chauffe les esprits. Hein. Mais au départ de tout ça, il y a quand même une volte-face. La volte-face, c'est qu'on a quelqu'un, Xavier Niel, qui nous a expliqué pendant des semaines que la 4G, c'était la nouvelle arnaque trouvée par les opérateurs, que ça n'intéressait personne. Parce que 8 jours avant d'annoncer son offre, dans un autre média, il a expliqué que 90% des Français n'en avaient rien à faire de la 4G. Et puis, il a réalisé que, non, peut-être qu'effectivement la 4G, c'était un vrai sujet. Mais vous commencez à le connaître quand même, Stéphane Richard, Xavier Niel. On sait qu'en général, quand il annonce quelque chose, il fait son contraire quelques jours après. Maintenant, on connaît un peu le personnage. C'est pour ça que c'est un peu le roi de l'embrouille. Parce que du coup... Mais c'est peut-être une stratégie marketing qui paye, cela dit. Oui, on va voir. Il faut attendre. Ouais. Parce que c'est vrai que ça introduit un peu de confusion dans la tête des gens. Nous, ça fait quand même des mois qu'on en parle de la 4G. On a été les premiers à lancer d'ailleurs les offres grand public de la 4G. On est en cours de déploiement du réseau. La 4G, ça commence à être une réalité dans la main de pas mal de gens. On a 700 000 clients actifs à la 4G aujourd'hui. Les retours qu'on a de ces clients sont excellents. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment testé la 4G en sont très satisfaits. C'est vrai que c'est un changement quand même spectaculaire pour les usages, notamment les usages vidéo. La vidéo en ligne, les téléchargements sont quasi instantanés. Et donc, quand on a un smartphone, une tablette, c'est quand même, ça fait une vraie différence. Donc, l'intérêt de la technologie, je crois que maintenant, il est réel. Et finalement, Xavier Niel, je le remercie d'avoir parlé comme il a fait de la 4G, parce qu'il fait une pub formidable à la 4G. Et donc, moi, j'invite tout simplement tous ceux qui sont intéressés par la techno, tous ceux qui veulent avoir cette capacité. Oui, la dernière techno, oui. Avec le débit qu'on assure, la haute définition, etc., d'aller à la 4G, d'aller vers un opérateur qui a effectivement un réseau 4G. Hein, et pour ça, ça veut dire quoi, il y en a d'autres aussi. Que Free n'en a pas? Que Free n'a pas de vrai réseau, c'est ça que vous voulez dire? Non, oui, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, au moment où on parle, Free a déclaré 800 antennes 4G qui ne fonctionnent que sur une seule bande de fréquence. Il faut être un tout petit peu technique là-dessus, parce qu'en plus, vous pouvez y aller, vous il m'a expliqué par médias interposés que j'étais un peu jeune, effectivement, que je n'avais pas bien compris comment ça marchait. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Free, en fait, n'a en 4G qu'un bout de fréquence, 20 MHz, sur la bande des 2,6 GHz, c'est-à-dire des hautes fréquences. Ces hautes fréquences permettent, là il avait raison Xavier Niel, d'assurer un débit élevé. Le problème de ces fréquences, par contre, c'est qu'elles ont une zone de couverture qui est très limitée. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le débit maximum jusqu'à 100 mètres autour de l'antenne. 100 mètres autour de l'antenne. Ah oui. Et après, ça diminue très vite. Et donc, c'est bien la raison pour laquelle il faut combiner. Dans les immeubles. Alors, il y a l'indoor qui est effectivement très insuffisant avec les hautes fréquences. Ça porte pas loin, ça rentre pas dans les immeubles, ça assure un débit élevé, mais la couverture est quand même très limitée. Bref, pour vous, il a les mauvaises fréquences, quoi, en gros. Il n'a pas les mauvaises fréquences, il n'a pas toutes les fréquences. Et vous savez, il y a une chose simple quand même, parce que bon, je sais bien qu'on est des vieux opérateurs,
qu'on n'a rien compris à tout ça, mais quand même, il y a 2 ans, le gouvernement, l'État, a mis en appel d'offres des fréquences. Il y avait 2 blocs, enfin, un bloc sur la bande des 2,6, donc les hautes fréquences, et un bloc sur la bande des 800 MHz, basse fréquence, qui s'appellent les fréquences en or. Et de fait, on les a payées très cher, puisque les 3 opérateurs qui ont acheté des fréquences 800, nous-mêmes, Bouygues et SFR, ont quand même fait un chèque de 2,5 milliards d'euros pour les acheter. Ça, c'est les fréquences en or, comme on dit. Les fréquences en or. Qui portent loin et qui ont... portent loin, c'est des ondes plus courtes, et donc elles rentrent beaucoup plus dans les immeubles. D'accord. Donc l'indoor est assuré par ces fréquences-là, et elles permettent de couvrir beaucoup plus profondément, et notamment toutes les zones moins denses, on va dire, tout ce qui n'est pas vraiment le centre-ville. Free n'en a aucune, zéro fréquence 800. Donc ils n'ont pas l'autorisation d'émettre sur ces fréquences-là. Non, ils n'ont pas de fréquence. Donc ils n'ont que des fréquences 2,6. Donc aujourd'hui, la 4G de Free, c'est 800 antennes, avec 100 mètres autour de l'antenne, qui n'émettent qu'en 2,6 GHz, c'est-à-dire que... avec une portée très courte. Avec une portée très courte. Mais ça va se déployer au fil du temps. Ça va se déployer sur la bande de fréquence qu'il a, oui, s'il fait les investissements qu'il doit faire. Ça veut dire qu'en gros, à la campagne, on ne captera pas de 4G Free Mobile. Non, parce ça c'est sûr. Il n'y aura pas de portée comme le 800 MHz. Ou alors il faudrait qu'il hérisse le pays d'antennes. Si vous voulez, pour vous donner une idée, pour avoir 50% de couverture de la population vivant quand même, concentrée un peu dans les villes, il faudrait déjà qu'il déploie 6000 antennes. Il en est à 800. Bon. Donc, on va voir s'il les met, ces antennes, je ne sais pas moi. Mais au jour où on parle là, et pour un certain temps, ce qu'on peut dire, c'est que les fréquences de Free ne lui permettent pas d'avoir un service 4G qui soit utilisable, je dirais, dans des conditions normales par les gens. Bon, voilà. Donc, et ça tient, encore une fois, à une réalité simple, c'est qu'il n'a aucune fréquence 800 MHz. Bon, alors on aura sans doute des précisions, Xavier, un jour ou l'autre. Ça, c'est pour la couverture. Maintenant, il y a les tarifs, parce que pour les gens qui ont la chance donc, d'être dans la zone de couverture, il y a quand même ce tarif très offensif qui a tout bouleversé là, à quelques jours de Noël. Comment est-ce que vous allez répondre à ce tarif de Free, enfin qui n'en est pas un, puisque donc, on le rappelle, le forfait à 20 € ne change pas, il y a la 4G dedans. Oui, on ne peut pas vraiment appeler ça un tarif d'ailleurs, puisqu'en fait il donne. Donc le tarif c'est 0, on va dire. Moi ce que j'aurais tendance à dire simplement, c'est que le tarif, il faut le rapprocher du service et du réseau. Donner pour 0 quelque chose qui de fait ne peut être utilisé que par un tout petit nombre de gens, ça ne me paraît pas un geste extraordinaire. Voilà. Donc ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on vous propose, et le service que vous avez en face. Nous, notre 4G, on est aujourd'hui à 5000 antennes 4G. On sera à 50%, même un peu plus, de couverture effective de la population à la fin de l'année. Là, je parle de 2013, dans quelques jours. Et en plus, nous, on combine ces 2 fréquences, 2,6 et 800. Ce qui fait que le niveau de qualité de débit qu'on peut assurer sur les zones qu'on couvre sera, et de loin, je dirais, le meilleur. Donc, il faut comparer le tarif au service. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On propose la 4G, d'abord, je le rappelle, sans supplément de prix, donc comme M. Niel, jusqu'à la fin de l'année. Puisqu'on s'est dit, on est en train de déployer un réseau, ce qu'on veut, c'est faire découvrir cette technologie. Sur les forfaits qui sont déjà assez chers. Sur des forfaits, sur tous nos forfaits classiques. Ouais. On la propose pour 1 € de plus, 1 € de plus sur les plus petits forfaits classiques. Je ne parle pas de Soch. Hein. Donc, on peut dire qu'on va en parler après. Donc, on peut dire que nous, on a joué vraiment le jeu, puisque jusqu'à la fin de cette année, période de déploiement, on ne fait pas payer la 4G à nos clients qui ont des forfaits. On fera connaître nos nouveaux tarifs au début de l'année prochaine. Il y aura une petite augmentation de prix, je l'ai dit, on n'a pas encore fixé de combien, mais ça sera faible. Il y aura une petite augmentation de prix. Mais si vous voulez, encore une fois, le prix, il faut le rapprocher du service qu'on offre. Et donc, oui, mais un jour ou l'autre, Free va vous rattraper en couverture. Enfin, on verra bien, cher ami, on verra bien. Et là, vous serez obligé peut-être de vous ajuster. C'est pas demain la veille, d'abord, parce que ça prend du temps pour faire tout ça. C'est-à-dire qu'il faut en profiter tant que vous avez cet avantage concurrentiel ? C'est pas ça, mais je veux dire, même s'il met les bouchées doubles et qu'il accélère son déploiement, il n'aura jamais que sa bande de fréquence à 2,6. Donc moi, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'il aura accès au reste ? Oui, mais il a droit aussi à l'itinérance. Comme vous avez offert l'itinérance 3G à Free Mobile, enfin offert. Ça rapporte un petit peu d'argent. Mais cela dit, Free, je crois, SFR aura une obligation d'itinérance de 4G pour Free Mobile lorsque le réseau de SFR sera déployé. C'est le cas déjà, non ? Alors, il est exact que sur les bandes 800, les 2 opérateurs SFR et Bouygues ont pris un engagement de mutualisation de ce spectre. Et que donc, effectivement, si Free en fait la demande, on peut penser qu'ils le feront,
le moment venu, ils seront obligés d'ouvrir en partie ce spectre 800. Mais sur une partie limitée du territoire. Donc de toute façon, même avec ça, entre ça et ce qu'ils ont en propre, ils n'auront jamais une couverture nationale en 4G. Jamais. Sauf si, à un moment ou un autre, ils récupèrent des fréquences basses. Et il n'y aura pas d'itinérance 4G d'Orange pour Free ? Vous répéterez pas l'histoire comme vous l'avez fait avec la 3G ? Non, ça, je suis très clair là-dessus. Il n'y aura pas d'itinérance 4G d'Orange. Je ne sais pas ce que les autres feront, on verra bien, mais nous, on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que... Sauf si vous êtes obligé, pour une raison je ne vois pas tellement pourquoi on serait obligé, on verra bien, mais en tout cas, rien ne nous amène à le faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je veux souligner quand même que nous, on est le seul opérateur en France qui a des fréquences 800, les meilleures en plus, puisqu'on a eu le meilleur bout, sans aucun engagement de l'ouvrir. Donc on est totalement libre, nous, de ce qu'on fera. Bon, voilà. Donc, et pour l'instant, je dis très clairement, la position, c'est qu'on ne fera pas d'itinérance 4G avec Free. Cela dit, donc cette offre qui pour vous est un peu épouvantail de l'arrivée de la 4G chez Free Mobile vous a fait réagir très vite les opérateurs. Bouygues a proposé de la 4G chez BNU. Vous n'avez pas tardé pour annoncer à partir du 9 janvier de la 4G chez Sosh pour 24,95 €, quelque chose comme ça, voilà, 99. Donc, mine de rien, ça fait bouger les choses. Oui, ça fait bouger les choses, mais... Alors qu'il y a quelques mois, vous disiez qu'il n'y aura jamais de 4G chez Sosh. Jamais, on dit pas jamais dans nos métiers. C'était pas prévu. Il vaut mieux éviter. Mais non, moi je dis les choses simplement. La 4G, c'est une nouvelle technologie. Ça correspond, vous l'avez vu, à des investissements massifs. On a payé 3,5 milliards d'euros pour acheter ces fréquences. Ensuite, il y a le déploiement du réseau. Nous, Orange, si je prends que nos chiffres, hors spectre, on est déjà à plus d'1 milliard d'euros d'investissement pour la 4G. Donc c'est des investissements énormes. Alors Xavier Niel, je pense, moi, qu'il aurait été logique, économiquement parlant, de réserver dans un premier temps, je ne dis pas pour l'éternité, mais en tout cas dans un premier temps, ce service 4G aux gens qui ont un forfait classique. Et c'est d'autant plus logique que pour accéder à la 4G, il faut changer de terminal. Que donc, ce n'est pas illogique d'aller chez un opérateur, de prendre un terminal 4G, de souscrire un nouveau forfait qui donne accès à la 4G et de payer quelques euros de plus. Donc la 4G chez Sosh, ça arrive un peu à contre-cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il s'est passé que Bouygues, par ailleurs, a une situation particulière, puisque Bouygues a eu l'autorisation de faire de la 4G sur la bande 1800, lui. Parce que c'était des fréquences qui étaient disponibles chez eux. Je ne vais pas passer sur cet épisode, chacun sait ce qu'on en a pensé. Mais Bouygues a cet avantage d'avoir pu faire de la 4G sur le 1800 et donc d'avoir aujourd'hui un réseau significatif, puisqu'ils sont à peu près à 60% de couverture. Supérieur au vôtre d'ailleurs. Un réseau qui est vide, puisqu'il y a très peu d'utilisateurs. Donc, c'est évident que l'intérêt de Bouygues était le plus vite possible de remplir ce réseau et donc d'offrir la 4G sur BNU. Donc nous, on pensait que de toute façon, ils allaient le faire. Quand, je ne sais pas, mais on pensait qu'ils allaient le faire. Même s'ils se sont engagés eux-mêmes, il y a quelques mois, à ne pas le faire. Et c'est clair que, on va dire, ils ont pris un peu le prétexte de l'annonce de Free avec la 4G au prix de la 3G pour mettre très vite la 4G sur BNU. À partir du moment où ça a été le cas, moi j'ai considéré qu'il n'y avait aucune raison de pénaliser mes clients chez Sosh. On a 1 800 000 clients chez Sosh. Mais tu aurais pu partir. Et de leur dire, vous, pas de 4G. Donc effectivement, dans la foulée, j'ai indiqué que la 4G serait disponible sur Sosh à partir du 9 janvier. 24,99, full illimité et 5 gigaoctets de data. Alors, vous avez raison d'en parler. On a eu pas mal de questions à ce sujet. Par exemple, Michael qui nous a demandé sur Twitter, à l'instar, est-ce que la 4G de Sosh sera de la même qualité que la 4G des abonnés Orange classiques ? Absolument. Il n'y a pas de différence de qualité de réseau, mais d'une manière générale, entre les abonnés Sosh et les abonnés Orange. Aucune. On est d'accord. Aucune. D'abord, je vais vous dire, techniquement, c'est pas possible. Et en termes de fair use, c'est-à-dire la limite à ne pas dépasser... Ce sont exactement les mêmes règles. Mais alors, question, quel intérêt de payer un forfait Orange classique, assez cher, alors qu'il y a une offre Sosh qui devient très, très je veux dire, si vous analysez vraiment les tarifs, vous verrez que la différence de prix entre Sosh et une carte SIM seule, je ne parle pas du terminal, c'est à peu près entre 8 et 10 euros par mois. Donc, c'est la bonne question que vous posez. Quel est l'intérêt de payer ces 8 à 10 euros ? L'intérêt, je vais vous dire, c'est d'avoir accès à un certain nombre de services, à un certain nombre de contenus, un certain nombre de garanties que vous avez quand vous êtes sur un forfait Origami, donc pour nous, et que vous n'avez pas chez Sosh. Exemple, vous êtes accueilli dans toutes les boutiques d'Orange.
quand vous êtes sur un forfait origami. Donc, le vous ne l'êtes pas quand vous êtes sur Soch. Non, vous avez un service Internet. Vous ne pouvez pas rentrer dans une boutique Orange si vous êtes abonné à Soch quand même. Une boutique, mais si vous rentrez dans une boutique, on vous dira le choix que vous avez fait et le choix d'une offre qui est sur le net uniquement. Donc si vous n'êtes pas dehors à coup de pied. La relation client, elle est sur le net. On ne met pas les gens dehors quand ils rentrent dans les boutiques. Bon, on leur explique gentiment cette différence. Donc il y a l'accès dans les boutiques. Et les boutiques, c'est aussi des conseillers, des coachs, etc., qui vous expliquent comment vous pouvez tirer le meilleur parti, je dirais, de ce que vous avez. Ensuite, il y a tous les centres d'appel, bien entendu. Et puis, il y a les contenus. Il y a toute une série de contenus qui sont disponibles sur les forfaits origami. Exemple, les matchs de Ligue 1. Vous savez qu'Orange est quand même le seul opérateur aujourd'hui qui vous permet de voir tous les matchs de Ligue 1 sur le mobile. En direct. D'ailleurs, je recommande aux amateurs de foot de voir ça parce que l'appli est super. Et en 4G en plus. Et en 4G, haute définition, c'est génial. Pour les amateurs de foot, franchement, l'application Ligue 1 d'Orange sur la 4G, c'est extraordinaire. Vous avez tous les matchs, tous, en direct. Et ça, si on est client Soch, on ne peut pas l'avoir. Et là, ça, si on est client Soch, on ne peut pas l'avoir. Oui. Donc, c'est un exemple. Vous avez des forfaits avec 10 heures, vous avez... Voilà, vous avez un certain nombre de vous rajoutez des services premium en quelque sorte. Et puis il y a la subvention du téléphone aussi. Et après, il y a encore la subvention du téléphone. Tiens, alors ça, il faut qu'on en parle. Ouais. Oui, parce qu'on a pas mal de questions là-dessus, notamment suite aux annonces aussi de Xavier Niel et la location mobile. Voilà. J'imagine que vous avez une réaction à faire là-dessus. Oui, puisque Free a annoncé qu'ils allaient louer des mobiles. Et on a une question, par exemple, de Clément qui nous demande tout simplement si vous allez faire la même chose. Mais on fait déjà la même chose. On a une offre, nous, sur le terminal qui est adossée à Soch. Alors, ce n'est pas exactement la même que Free, c'est-à-dire c'est des paiements échelonnés, mais qui financièrement, quand on l'analyse, est exactement la même que celle de Free. Donc moi, je vous dis là, très simplement, je recommande sur le prix que nous coûte réellement exactement. Le mobile, vous voulez dire. Il faut tout regarder d'abord. Dans l'offre de Free, il faut tout regarder. Il faut regarder et pas que Free, les tarifs, tous les opérateurs, mais les autres. Il faut tout regarder. Mais je suis d'accord, il faut tout regarder chez tout le monde. Mais vous verrez que si vous analysez les conditions générales de vente, il y a quand même un certain nombre de mauvaises surprises potentielles qui peuvent être très coûteuses. Bon. Et quand vous analysez vraiment en détail les choses, vous verrez que l'offre de location de terminal de Free, elle n'a aucun intérêt particulier par rapport à ce que vous trouvez aujourd'hui chez Soch et d'ailleurs aussi chez BNU, il faut le dire. Soyons honnêtes. Donc, d'ailleurs, cette offre, honnêtement, elle n'a pas eu un écho quand même extraordinaire. Moi, je regarde la réaction des marchés, c'est toujours intéressant. Quand l'offre a été annoncée, c'était hier matin, je crois, le titre Iliad est monté de 2% et le nôtre a décroché de 2%, instantanément. Pourquoi ? Parce que sur le marché français, depuis 2 ans, chaque fois que Free annonce quelque chose, c'est comme ça que ça se passe. Et puis au cours de la journée, la tendance s'est inversée et on a fini la journée, nous, à +2 et Iliad à -2. Plus ou moins. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la même chose. Donc ça prouve bien que, si vous voulez, l'impact réel de cette offre de location terminale sur le marché, il est pour l'instant inexistant parce que les gens regardent, comparent, regardent leur budget, regardent ce que ça va leur coûter. Vous n'êtes pas propriétaire de votre terminal en plus. Il faut encore soit vous prolonger. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, soit on le rend en bon état et on en récupère un nouveau. Quand vous regardez le tarif, le prix. C'est un peu comme le leasing des voitures en fait, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Quand vous regardez le prix total que ça va vous coûter, vous verrez qu'il n'y a aucun avantage à cette offre de location terminale chez Free par rapport à Soch et à BNU. Mais Stéphane Richard, est-ce que la subvention du mobile a encore un avenir ? Parce que c'est vrai que Free Mobile, en arrivant avec ces prix bas et le fait de mettre en exergue justement ce que nous coûte un mobile plus l'abonnement, c'était pas forcément en votre faveur. Pendant des années, on avait l'impression justement qu'on payait beaucoup trop cher notre mobile. Est-ce que la subvention du mobile a encore un avenir, à votre avis ? Oui, je crois qu'elle a un avenir. D'ailleurs, elle a quand même encore une réalité, puisque la moitié du marché français, c'est quand même encore une offre qui combine un accès et une subvention du mobile. Pourquoi, à mon avis, ça continue d'avoir un intérêt et ça continuera d'avoir un intérêt ? D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de débourser 700 € pour acheter un smartphone, un Apple ou un Galaxy, c'est à peu près ce que ça coûte. Donc ils regardent forcément comment ils peuvent quand même l'avoir en étalant le coût de cela. Bon. Et qu'ensuite, moi je crois qu'on atteint les limites, si vous voulez, du mythe du sans engagement. C'est bien, c'est toujours agréable dans l'esprit de se dire je prends une offre sans engagement. C'est-à-dire j'ai de la liberté. Demain, si j'ai envie de changer, de passer de l'un à l'autre, etc. Mais bon, une fois qu'on a zappé 2-3 fois, on a besoin d'un smartphone, on est d'accord, on a besoin d'un réseau qui marche. Quand on a un ennui, si on se le fait piquer, si on le perd, si on a un problème de fonctionnement, ça peut arriver, on est quand même content de pouvoir se retourner vers quelqu'un qui peut vous régler le problème.
Donc, si vous voulez, cette histoire de l'offre sans engagement, on est présent sur ce créneau, nous. Bon. Mais en même temps, ça a des limites. Il y a des gens qui, de toute façon, beaucoup, la majorité, qui considèrent qu'ils doivent avoir cet appareil, parce que ça fait partie aujourd'hui du must, dans la vie quotidienne, et qu'à partir de là, s'engager pour 2 ans même, du moment que c'est intéressant et que ça vous permet d'accéder, d'avoir le terminal que vous avez et vous désirez, ils le font. Voilà. Donc c'est pour ça que ces offres de subvention de terminal, qui sont parfaitement transparentes, parce que je rappelle qu'il y a eu aussi tout le discours, on a beaucoup entendu ça il y a 2 ans, sur l'arnaque de la subvention de terminal. Il y a même eu des contentieux d'ailleurs. Tout ça est mort, on n'en parle plus. Aujourd'hui, tout ça a été validé. Et donc, moi, je suis pour la diversité des offres. Voilà. Je refuse l'idée qu'il faut absolument qu'il y ait un seul produit et que tout le monde doit rentrer là-dedans. Il y a des gens qui préfèrent avoir des offres sans engagement. Ils peuvent le prendre aujourd'hui. Ils ont le choix entre Sosh, la meilleure, Free ou BNU. La meilleure parce que notamment, il y a le réseau Orange derrière. Il y a des gens qui préfèrent avoir une offre avec un terminal parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer le smartphone et que ça ne dérange pas finalement de s'engager pendant 2 ans. Parce que là, ils peuvent aller vers les forfaits classiques. Il y a les contenus. Enfin, vous voyez, il y a cette diversité. Je ne vois pas pourquoi, au nom de quelle idéologie, on dirait il faut tuer la diversité et il faut absolument que tout le monde rentre dans un moule. Voilà. Du moment que la diversité existe, moi je pense que c'est meilleur pour tout le monde. Très bien. La 4G, les mobiles, alors c'est vrai que c'est ce qui intéresse énormément les gens. On a eu pas mal de questions également, donc on va peut-être changer de sujet, sur la fibre et sur l'Internet fixe résidentiel. Quelles sont les prévisions de déploiement de la fibre en périphérie parisienne? Question de Steve Neal sur Twitter. À quand la fibre partout en France, même dans les villages de 2500 habitants? Une autre question également. Bon courage. Bon. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Pas Aujourd'hui, nous, on a à peu près 350 000 clients fibrés, de clients actifs, c'est-à-dire abonnés à la fibre. On a à peu près 2 200 000 prises, c'est-à-dire clients connectables, si vous voulez. Donc, vous voyez, on a encore de la marge. Mais ça veut dire que pourquoi ça ne marche pas? En fait, les gens, quand vous leur proposez la fibre, ils ne veulent pas. Ça décolle. Ça décolle, je veux dire, ça se mesure d'abord, parce qu'en fait, vous voyez, la proportion entre les gens effectivement clients et les gens qui pourraient l'être, aujourd'hui, elle est d'à peu près 15%. On a, nous, l'objectif de la passer à 25% l'année prochaine, mais on vient de moins de 10%. Donc, on est en phase d'ascension. Bon. Mais ça ne va pas aussi vite que prévu, sincèrement? Écoutez, pour nous, si. D'accord. Vous savez, je vais vous donner un chiffre très simple. Fin d'année 2012, on faisait 2000 ventes de fibre par semaine sur la France. Premier semestre 2013, on est passé à 4000. Moitié d'année 2013, on était à 6000. Actuellement, on est à 8000. Donc vous voyez, on est en phase de décollage. Mais c'est vrai que ça piétine quand même. Alors pourquoi? Ça veut dire que les gens ne sont pas intéressés ou alors c'est parce que... Vous trouvez que passer de 2000 à 8000, ça piétine? Non, ça piétine pas, ça décolle. Ça décolle. On y met les moyens. Est-ce que vous y mettez réellement les moyens? On y met les moyens, oui, d'abord parce qu'on déploie. Nous, on déploie. Mais est-ce que ça vous rapporte à l'arrivée? Donc, est-ce que vous avez intérêt, finalement, à ce que les gens, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, s'abonnent à la fibre? Alors, je vais être très clair là-dessus. On a au moins 2 grands intérêts à le faire, nous, Orange. Le premier, c'est que nous, on a le réseau historique, le réseau du cuivre, et que ce réseau, il a une durée de vie qui est limitée. Bon. Et que donc, nous, il faut qu'on pense à ce qui viendra après le réseau cuivre. Je vous renvoie d'ailleurs à ce qui se passe, c'est très intéressant, à Palaiseau aujourd'hui. Palaiseau est une expérience mondiale, une première mondiale dans laquelle on coupe le cuivre. Donc on a déployé la fibre partout et depuis un mois, on ne commercialise plus le cuivre. Bon. Donc on en est déjà à 70% de gens qui sont passés sur la fibre. Et donc il ne faut jamais oublier qu'Orange a une motivation particulière à accélérer dans la fibre, c'est qu'on a cette question du remplacement du réseau cuivre. La deuxième raison qui est plus, on va dire, business, c'est que les gens qui ont la fibre, d'abord, les retours qualité sont bons, notamment la stabilité du débit et du signal est bien meilleure sur la fibre. Donc tout ce qui est en Wi-Fi à domicile, à condition qu'on ait une box de dernière génération avec un Wi-Fi puissant, ça permet vraiment là aussi une amélioration spectaculaire des usages. Et donc les gens, ils consomment plus. Ils achètent beaucoup plus de VOD, ils achètent plus de jeux interactifs, etc. Et donc ils génèrent un revenu additionnel qui est quand même significatif, puisque nous, on estime ça à au moins 10% de revenus additionnels supplémentaires. Donc la fibre, parce qu'elle permet des nouveaux usages, eh bien, elle génère aussi... Mais est-ce qu'on peut imaginer, Stéphane Richard, que dans 10, 15, 20 ans, la France entière soit totalement fibrée? Ou ça vous paraît surréaliste? La France entière, 100% des Français fibrés, non. Je ne pense pas, parce que
les gens qui ils vivent dans des villages de montagne totalement isolés où le coût du déploiement terrestre est gigantesque. Mais ils auront peut-être du très haut débit, mais sur d'autres technologies, exactement. La 4G par exemple. On a toujours dit, la 3G, bien sûr, on a toujours dit qu'il fallait vers un mix de technologies pour apporter le très haut débit. En France, l'essentiel, de loin, sera apporté par la fibre. Nous, on estime que c'est au moins 80% de la population qui sera atteinte par la fibre. Et pour le reste, ça sera un mix entre du VDSL, c'est-à-dire la montée en débit sur le cuivre, pendant en tout cas un certain nombre d'années. On arrive aujourd'hui à assurer 80 mégabits par seconde de débit sur le cuivre. Il faut être très près du central pour ces problèmes. On a Guillaume qui nous dit qu'il va plus vite en 3G qu'en ADSL chez lui. Ah oui, ça peut arriver. Parce qu'il doit être assez loin d'un répartiteur, effectivement. Et oui, bien sûr que ça arrive, on le sait bien. C'est un cas de figure. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la fibre, il faut aussi commencer à la mettre dans les endroits où la DSL n'est pas bon. Parce que la personne qui a 1 mégabit de débit sur la DSL, si on lui propose la fibre, il va la prendre tout de suite. Voyez. Donc, mais vous allez avoir ça, vous allez avoir la 4G. D'ailleurs, je vous signale que nous, on a lancé là une expérimentation qui est intéressante aussi. On apporte le très haut débit dans quelques villages en France, dans 4 régions, par la 4G. Dans des endroits qui étaient mal couverts en plus par la DSL. Bon, et la 4G, vous prenez un domino, vous savez, le domino. Petit routeur de poche, en fait. Exactement, petit routeur de poche, avec une carte SIM 4G. Vous pouvez connecter vos appareils en Wi-Fi là-dessus, et vous avez une qualité extraordinaire. Donc, la 4G peut être effectivement des moyens d'apporter le très haut débit. Mais la 4G, c'est toujours bridé par le fair use. C'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, la fibre optique et la DSL, on peut télécharger ce qu'on veut, on n'a aucun souci, on n'a pas de limitation. Oui. Alors qu'on voit que la 4G encore est très bridée. D'ailleurs, on a une question là-dessus sur les. Elle n'est pas très bridée parce que vous remarquerez quand même que les quantités de gigaoctets qu'on donne dans les forfaits a beaucoup augmenté. Bon, vous avez encore des forfaits à 4G à 2 gigas, hein. C'est pas énorme. Mais vous savez que la consommation moyenne, elle est bien inférieure à ça. Elle est à peu près 1,5. Mais si on s'amuse à regarder vos matchs de foot tous les samedis soirs, à mon avis, le quota de 2 gigas, on l'explose rapidement. Hein. Écoutez, la consommation moyenne est à 1,5. Et donc, quand vous prenez une offre avec 5 gigaoctets, par exemple, je vous assure que vous avez largement de quoi regarder les matchs de foot pendant les soirées de foot. Il n'y en a quand même pas tous les jours, mais vous pouvez aussi télécharger des films, des séries. Enfin, c'est déjà quand même beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est aussi pour ça que proposer des 20 gigas, surtout quand on a un réseau qui ne marche pas, effectivement, ça mais alors pourquoi vous ne le faites pas, si justement il y a une moyenne qui est très faible, pourquoi vous ne proposez pas plus ? Parce qu'on est des gens sérieux. On est des gens sérieux. Et moi, je ne suis pas pour expliquer à l'opinion publique que tout ça ne vaut rien. C'est-à-dire que pour vous, ces forfaits de data ont une valeur, c'est ça ? Évidemment qu'ils ont une valeur. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à faire ça. BNU propose 2 forfaits avec la 4G. Un avec 3 gigas à 19,90 et l'autre avec 5 gigas à 24,90, le même que nous. Donc ça montre bien qu'il y a un prix à tout ça. Ouais, et d'ailleurs, je vais vous dire, même Free, regardez Free, c'est très intéressant. Sur le forfait à 2 €, il propose 50 gigaoctets de data. Ça, c'est une plaisanterie. Parce que pour le coup, vous l'avez vite épuisé. 50 mégas, pardon. Oui, 50 mégas. 50 gigas. 50 gigas, ça ferait beaucoup. 50 mégas. Si vous voulez, à partir d'un forfait 2 €, consommer 3 gigas, ça vous coûte 50 € par mois. Vous voyez ? Donc même Free, eux, ils tarifent aussi la data. Ça, c'est quand même la base. Il y a une question perfide, mais judicieuse ou pas, vous allez nous dire, de Escartefig 51. Oula. Ouais. Fais-le avec l'accent marseillais. Non, alors. mais attendez, qui dit Orange verse... c'est une histoire de gros sous, mais Orange verse 9% de dividendes chaque année, soit 2 milliards, et contre 0,3% pour Free. Est-ce que c'est pas ça l'explication de la différence de prix des forfaits ? Ah, ça, je suis content qu'il me pose cette question-là. Voilà, c'est fait. Parce que je vais pouvoir expliquer un peu. Escartefig, tu vas avoir la réponse. Escartefig, oui, ma réponse. Hein. Ouais. Bon. Alors, comparons les 2 sociétés. Orange, d'abord, a 1,5 million d'actionnaires individuels. Et à l'État, au capital, à 27%. Donc les dividendes que paye Orange, ils rentrent dans la poche de l'État, qui en a bien besoin pour le quart, d'accord ? Et ils viennent dans la poche de 1,5 million d'actionnaires individuels français, qui sont bien contents de l'avoir. Je rappelle quand même que ces gens-là, la plupart, ils ont acheté des actions Orange à 23 € en 1997, qu'aujourd'hui, elle en vaut 9. D'accord ? Donc heureusement qu'on leur a payé un peu de dividendes. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a Free. Bon, Free, c'est simple, il y a une seule personne qui décide de distribuer des dividendes ou pas, c'est M. Niel, puisqu'il détient plus de 60% du capital. Oui, d'accord ? Quelle est la situation financière de M. Niel ? Je ne veux pas ici trop... Enfin bon, M. Niel, il n'a pas besoin de dividendes. Il suffit qu'il vende un peu de quelques actions chaque année, il en a un gros paquet, et ça suffit largement, je pense, à subvenir à ses besoins. Cette année, je crois qu'il en a vendu pour plus de 200 millions d'euros. Alors c'est sûr que lui,
le dividende, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Il a 6 milliards d'euros, il vend des actions au fil de l'eau pour faire ses investissements ou financer son travail, il n'a pas besoin de dividendes. Nous, on est une grande société, on a beaucoup d'actionnaires, on a l'État comme actionnaire, et c'est normal qu'on paye des dividendes. Et d'ailleurs, tous nos collègues, parce que... mais est-ce que c'est pour ça que les forfaits sont plus chers chez vous? Mais non, ça n'a rien à voir. J'invite M. Niel, quand même, à regarder un peu au-delà de la France. Je sais bien qu'on est un pays merveilleux, mais on peut regarder un peu ce qui se passe autour de nous, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis. Tous les opérateurs payent des dividendes. Même Apple paye des dividendes aujourd'hui. Donc cette espèce de procès en sorcellerie du dividende, c'est absurde. C'est absurde. Dans le système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui, quand on est une société qui fait appel au marché, et nous c'est le cas depuis des décennies, c'est normal de payer un dividende. Et c'est pas parce qu'on paye un dividende qu'on a des prix plus chers. Ça n'a rien à voir. On rémunère le capital qu'on nous amène de la même façon que M. Niel le rémunère, certes pas par des dividendes, mais par les plus-values aussi qu'il fait. Bon, donc voilà ce que je dirais sur le dividende. Ça me paraît vraiment ça, le type du faux débat. En plus, dernier élément, je rappelle qu'on a baissé quand même nos dividendes, nous, de 45%. Bon, donc on posera la question à Xavier Niel dès qu'il viendra nous voir ici. On va passer du coq à l'âne, l'heure tourne. C'est vraiment du coq à l'âne. On a eu beaucoup de questions sur une innovation que vous avez dévoilée il y a quelques temps, lors de ce grand show Hello. Regardez-le, il est là, c'est le bloc. C'est le bloc. C'est ce bloc, voilà. Ouais. Vous êtes sur une chaîne de geek et ça nous plaît, ça nous interpelle. C'est un peu bizarre comme appareil. On a Louis qui nous demande, alors qu'est-ce que c'est, comment ça marche, combien ça va coûter, est-ce qu'on aura besoin d'un smartphone ou d'une tablette pour l'utiliser, ou est-ce qu'il y aura une télécommande qui va avec? Vous voyez, c'est des questions assez précises. Vous l'avez essayé, vous, déjà, le bloc? Je l'avais essayé, enfin oui, je ne l'ai pas essayé chez moi, mais je l'ai vu fonctionner. Le bloc, je pense que c'est... Alors, combien ça va coûter, c'est pas encore décidé. Mais en gros, il y aura deux offres. Soit on pourra acheter l'appareil tout seul, soit on pourra l'acheter dans le cadre aussi d'un forfait. D'accord. Donc subventionné comme un téléphone. Et je dirais que dans le deuxième cas, on sera certainement en dessous de 300 €. Bon. À quoi ça sert, le bloc? Ça sert à partager des contenus médias d'une façon très conviviale, puisque le bloc permet tous les contenus, permet de projeter sur un mur, tout simplement, les images que vous avez sur tous vos devices, c'est-à-dire un smartphone, une tablette. C'est un projecteur connecté, quoi. C'est un projecteur connecté qui fonctionne en Wi-Fi et qui peut aussi servir de déport d'écran. C'est-à-dire que là, avec un lien, vous pouvez afficher le contenu de votre smartphone sur un mur. Par exemple, si vous faites un visio call, eh bien, vous pouvez, avec un lien, avoir vos enfants ou vos parents sur le mur et discuter avec eux. C'est quand même assez sympa. Il faut avoir un grand mur. Il faut avoir un mur libre. Oui, disons, il faut avoir un mur libre. Tu enlèveras ton armoire. Vous pouvez éventuellement décrocher le tableau de la grand-mère et puis regarder vos contenus si vous avez envie. Bon. Donc, il ne faut pas forcément une grande surface. Bon. Donc, le bloc, c'est vraiment l'outil qui vous permet de partager ailleurs que sur la télé fixe, qui est un peu le point du foyer. Donc, vous pouvez faire ça en vacances, vous pouvez faire ça si vous avez une résidence secondaire, là où vous êtes, partout où vous êtes, vous l'emportez. Il faut une livebox quand même, c'est connecté à la livebox. Il faut que ce soit, c'est pas complètement autonome. Si, c'est autonome. Oui. C'est autonome. Ça peut être connecté en Bluetooth avec votre smartphone. Vous n'êtes pas obligé d'être branché sur votre livebox chez vous. Donc, ça ne marchera qu'avec une livebox ou si je suis chez Free, ça marche aussi? Non, oui, ça marche. D'accord. C'était dur à dire. Mais ça marche quand même. Oui, bien sûr. Oui, enfin, c'est universel en fait. Absolument. Ce n'est pas un appareil propriétaire. Il ne fonctionnera pas que sur les réseaux Orange, bien sûr. Et quel est l'intérêt pour un opérateur de lancer ce type de produit? Donc, il vient compléter tout ce que vous fournissez déjà à vos abonnés? Vous savez, nous, notre innovation, elle essaye d'embrasser un peu tout ce qui est utile dans l'Internet, c'est-à-dire bien sûr les services, les applis, on commence par les réseaux, et puis on regarde le monde des terminaux. Et dans le monde des terminaux, autant nous, on n'a pas l'ambition de fabriquer des téléphones, il y a des gens qui font ça, autant on estime qu'il y a des choses qui manquent. Bon, je rappelle quand même que les box, déjà, elles sont quand même complètement conçues chez nous. Elles sont fabriquées par des industriels, elles sont totalement designées chez nous. Donc on est déjà dans ce monde-là du terminal à travers la box, la set-top box,
et évidemment la Livebox. Mais vous aviez déjà lancé des trucs qui finalement ont disparu, par exemple les caméras connectées, ça n'existe plus. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques essais, on a eu un truc qui s'appelait le Tabi, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui est l'ancêtre un peu de la tablette. Oui. Ah oui, c'est vrai. On l'avait eu entre les mains. Oui, oui, oui. Ouais, on a eu un tableau, j'observe que d'ailleurs maintenant ça revient. On a été un peu précurseur, mais il y a des moments, c'est pas forcément bien d'être trop en avance. Donc on fait des essais, hein. Vous savez, l'innovation, c'est ça, on fait des essais, des fois ça marche. Est-ce que c'est votre métier de sortir ce genre d'appareil aussi? Ça fait partie de notre métier. Moi je considère que ça fait partie de notre métier, et je vais vous dire, ça sera le cas de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on va vers un monde, vous le savez, d'objets connectés. On estime qu'en 2020, il y aura 20 milliards d'objets connectés au réseau, dans le monde. 20 milliards. Et donc il y aura des objets connectés partout. Dans l'électroménager, dans le monde de la santé. Vous avez les petits bracelets connectés, je ne l'ai pas mis là aujourd'hui, mais ce que je ne marche pas beaucoup, et donc je me suis dit, ça va me saper le moral. Mais on est au 5e, vous aurez dû monter les escaliers. Oui, je sais, mais j'étais un peu en retard, donc voilà, j'ai pris l'ascenseur. Donc si vous voulez, vous allez avoir une profusion d'objets connectés dans tout un tas de domaines, et il y a plein de gens qui vont les créer. Donc il y a tout un monde de start-up, les Français sont très bons d'ailleurs là-dedans, qui participent à ça, et nous, pourquoi pas? Pourquoi on s'intéresse à ça? Donc le bloc, c'est un objet connecté qui est convivial, qui est très branché sur l'image, enfin évidemment sur les contenus médias, les photos, ça va sortir les vidéos. Quand, Stéphane Richard? Ça va sortir au début 2014, c'est prévu en fin février. Et voilà, c'est un peu de chez nos marques quelque part, parce que. Et bon, on va le tester, ce bloc. Franchement, je crois que ça vaut la peine. Je vous en fais passer. D'accord, très volontiers. Bon, je ne sais pas où on va le projeter parce qu'on a des murs colorés ici. Ça va être un peu embêtant. On tirera un drap blanc. Alors, on est en direct, donc on a beaucoup de questions et on ne peut pas vous dire au revoir sans parler du fair use des abonnements 4G parce que c'est vraiment des questions qui reviennent tout le temps. Et on sent que c'est une préoccupation. Alors peut-être des geeks, mais est-ce que vous allez les écouter, ces geeks-là? Est-ce que vos abonnements traditionnels, hors Soch, vont voir leur fair use augmenter sans augmentation de prix? C'est des questions qui reviennent régulièrement. Écoutez, il faut quand même surtout pour la 4G. Bien sûr, il faut comprendre une réalité physique. C'est que les réseaux fixes, il y a une grande différence entre les réseaux fixes et les réseaux mobiles, c'est que les réseaux mobiles ne peuvent offrir que la capacité qu'ils ont, et plus vous avez d'utilisateurs sur une cellule donnée, puis ça sature, et moins la capacité à répartir. Donc c'est quand même normal que le management du réseau nous impose un certain nombre de limites sur les réseaux mobiles qu'on n'a pas sur le fixe. Donc c'est logique, et c'est partout d'ailleurs le cas, qu'il y ait une forme de limitation sur le trafic de données sur les réseaux mobiles, alors qu'il n'y en a pas en termes de tarification sur les réseaux fixes. Moi, ce que je veux souligner quand même, c'est que ça a beaucoup augmenté. Rappelez-vous des premiers forfaits qu'on avait sur la 3G, on avait des quantités de data toutes petites. Heureusement que ça a augmenté. Oui, mais les usages évoluent aussi, Stéphane Richard. Oui, les usages augmentent, mais on a accompagné ces. Et si on nous pose cette question, c'est qu'il y a une réalité. C'est que je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui se retrouvent en limite de fair use, comme on dit, et qui en veulent plus. Et c'est aussi que Free vient d'annoncer qu'il y avait un fair use de 20 gigas qui était énorme. Enfin, si vous voulez, vu la façon dont concrètement on peut s'en servir, avant d'arriver à 20 gigas, je crois que là, pour le coup, il faudra beaucoup de temps. Non, la consommation moyenne, c'est 1,5 gigaoctets. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Donc pas d'augmentation de fair use de l'année prochaine. Quand on propose 5, on est quand même large par rapport à ce qu'est la consommation réelle. Mais ça, c'est sur Soch. C'est pas sur les abonnements traditionnels. Mais sur les abonnements tradis, on peut aller beaucoup plus haut. Moi, je ne crois pas qu'il soit honnête, je ne veux pas le faire devant le public aujourd'hui, de dire on va faire sauter le fair use sur le mobile. C'est impossible. Peut-être pas le sauter, mais l'augmenter un peu. Vous n'avez pas une petite news à nous donner, là non. Écoutez, on augmentera peut-être, certainement, dans l'avenir, au fur et à mesure que les usages se développent. C'est là-dessus que ça va se battre. Les forfaits augmenteront leur quantité de data. Mais l'idée qu'il y ait une forme de tarification qui soit proportionnelle quand même à la quantité de data, celle-là, je pense qu'elle est quand même, elle fait partie de la réalité économique. On ne peut pas complètement fuir la réalité économique, c'est comme ça. Sinon, après, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de réseau. D'accord, très bien. Voilà on a notre réponse, effectivement. Merci Stéphane Richard. On sera généreux quand même. Vous avez intérêt. Et puis on a le meilleur réseau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir joué le jeu pour cette première de ce grand talk en direct avec un décideur. On va essayer bien sûr d'avoir tous les opérateurs et tous les grands patrons français dans cette émission. Merci beaucoup Stéphane Richard et puis bonne fête de fin d'année. Merci. Et vous pouvez retrouver ce talk évidemment en replay sur Dailymotion, sur YouTube, sur 01net.com, soit tout de suite, soit dans quelques minutes ou demain matin.
Et puis n'oubliez pas aussi que la chaîne Techno 01net et 01net TV bientôt, eh bien c'est des vidéos high-tech tous les jours et qu'on sera dès janvier au CES de Las Vegas. On verra justement pas mal d'innovations et notamment les objets connectés dont vous nous parliez il y a quelques instants. Merci, très bonne soirée. On se retrouve bien sûr demain sur la chaîne Techno 01net. Salut à tous.